moi, de nombreux membres du Club de France que je reconnais. C'est un plaisir de voir qu'ils en sont agrégés. Je pense que vous êtes tous marins, parce que sinon vous ne seriez pas très à l'aise dans cet environnement. Donc bienvenue, un tout petit mot quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Le Club de France, c'est 154 ans, juin 1867, création par l'amiral Rigaud de Genouilly, à la demande de Napoléon III, qui est un amoureux de la mer et qui avait demandé à son ministre de la Marine, et à l'époque des colonies, c'était un mot qui s'employait encore, de créer une association pour promouvoir la navigation de plaisance. Et c'est notre mission toujours aujourd'hui. En même temps, il avait ordonné la création d'organisations de sauvetage. C'était la Société centrale de sauvetage des naufragés. Puis plus tard, les hospitaliers sauveteurs bretons qui se sont réunis pour créer la Société nationale de sauvetage en mer, qui fait que nous tous, marins, nous savons qu'il n'y a pas que la bonne étoile qui veille sur nous, mais qui nous permet de partir naviguer en sachant que des équipages sont prêts en un quart d'heure à venir nous sauver. Je suis vice-président de cette association aussi, et j'en parle parce qu'il faut vraiment que vous soyez très sensibilisés, vous tous marins, au fait qu'on veille sur nous. Et que ce sont des volontaires, ce sont des bénévoles qui font ça gratuitement. Voilà, alors donc pourquoi ce petit exposé préalable? C'est pour vous dire que ici c'est un lieu de partage de passion. Et aujourd'hui on accueille Monsieur le Premier ministre, d'abord, qui a un cursus qui n'a évidemment rien à voir avec celui que je viens d'évoquer. J'ai noté simplement que, savez-vous que nous sommes partenaires de la prochaine Transat Jacques Vabre, et j'ai cru comprendre que vous avez œuvré au marketing dans les années 70 de cette société, donc on a un lien direct et immédiat. Donc je vous dis bienvenue chez vous, bien entendu. Quant à Thierry, vous êtes, me dit-on, parce qu'on n'a jamais navigué encore, un fin barreur en 7,50 m et d'autres bateaux. Donc je crois que votre vie sera pleinement accomplie une fois cette décoration remise. Lorsque peut-être vous rejoindrez le Club de France, vous y serez bienvenus, avec évidemment le Premier ministre. Voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue et je m'efface pour les moments importants. Ça, c'est trop tentant. Bonjour. Est-ce que, Monsieur Hulot, vous pourriez approcher, s'il vous plaît? Vous allez être relativement concerné par ce que je vais prononcer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être, Monsieur le Président, en ce lieu. Je suis très heureux de voir que vous avez une façon sympathique de veiller sur nous. Il y a tellement de gens qui veillent sur nous par ailleurs, d'avoir cette générosité est celle, au fond, que l'on doit aux marins, à ces gens qui ont cette recherche permanente d'horizon-cœur. Je suis très heureux d'être ici au Yacht Club de France, et c'est pour moi un excellent lieu pour honorer un marin. Alors, je vais vous parler de Monsieur Thierry Melot, parce qu'il va entrer, si vous le voulez bien, car je ne ferai ça qu'avec votre accord, dans l'ordre de la Légion d'honneur. Comme le président de la République s'est déjà exprimé, on a assez de probabilité pour confirmer ce choix. Mais je voudrais vous dire quand même, cher Thierry, si je peux vous appeler ainsi, que la Légion d'honneur, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. Je crois qu'il faut dire ça dès le départ entre vous, parce que je vous vois la mine conquérante, je vous vois à travers tous les continents, avec le coup de crayon, avec les grandes structures qui rayonnent et tout ça. Et on pourrait se dire à un moment, la Légion d'honneur, c'est un peu la perfection. Eh bien, c'est pas tout à fait ça. Ça s'y rapproche. Mais au fond, et je le dis parce que j'ai vu des jeunes têtes, j'en ai une ici, il faut pour eux bien expliquer ce que sont les décorations. Quelquefois, on sous-estime à tort les décorations. La décoration, c'est très important. C'est une société qui fait en sorte qu'on peut identifier chez l'un d'entre nous, l'un des membres, des attitudes, des comportements, des convictions qui sont exemplaires pour les autres. Ce sont des petites lumières qu'on jette dans la société pour montrer ce qui nous paraît intéressant, fort ou vertueux. Et donc, ce sont des éléments d'une cohésion sociale très importants.
une société qui ne saurait pas reconnaître en son sein ceux qui portent ses valeurs serait une société au cœur et à l'honneur étriquée. C'est pour ça que cet événement aujourd'hui, il est très particulier, parce qu'il est à la fois solennel, au nom du président de la République, c'est-à-dire que nous sommes là sur une décision qui a été prise par des instances qui ont choisi le candidat et analysé sa situation, puis le président de la République s'est prononcé. C'est donc solennel. Mais c'est aussi très personnel, puisqu'au fond, c'est la reconnaissance d'un parcours. Et un parcours, ça se fait aussi avec les uns et avec les autres. Et donc, il y a beaucoup d'affectifs dans le parcours. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a un certain nombre de gens qui nous manquent ici. Et donc, tout ceci fait que cette cérémonie est assez originale, à la fois solennelle et personnelle. Et ce n'est pas si courant que ça. Alors, je dois vous dire que je suis profondément honoré de pouvoir aujourd'hui être le parrain de votre entrée dans la Légion d'honneur. Je suis un peu au-dessus de ma condition, parce que je vois bien que dans le parcours de Thierry Melot, il est l'architecte des présidents. Et je ne suis que Premier ministre. Enfin, si on ne regarde pas au-dessus, on n'avance pas, n'est-ce pas? Et donc, je vois bien que vous êtes l'architecte qui a séduit et qui a mobilisé de nombreux présidents. Et au fond, qui ne sont pas tous dans les mêmes orientations. Vous avez d'abord eu cette signature africaine, au fond, que vous avez toujours. Et avec cette expérience au Sénégal, vous avez eu, je pense, le grand bonheur de pouvoir travailler avec le président Senghor et avec le président Abdou Diouf, à l'époque son Premier ministre. Deux personnalités immenses, considérables. Et le président Diouf, encore de ce monde, porte toujours cette haute valeur. Et j'imagine que là, pour un architecte, vous avez dû vous régaler parce que vous aviez et de la pensée et de la matière avec ces deux personnalités. Et donc, vous avez pu, avec votre associé qui était Henri Chaumette à l'époque, vous mobiliser sur un certain nombre de grands projets. Et vous avez eu cette première grande mission sur le tourisme de la petite côte du Sénégal, où vous avez été en charge d'un schéma directeur et qui vous a permis, je pense, de vous intéresser un peu au-delà de la construction même à ce territoire qui peut être un quartier, qui peut être une ville, qui peut être un pays, et donc de lier la création et l'espace de la création. Et donc, président africain. Et naturellement, tout ce qui vient d'Afrique, à un moment ou à un autre, ça finit par rayonner chez nous. Et là, le président Mitterrand, qui avait l'œil assez pertinent, a vu qu'il y avait là un talent qu'on pouvait peut-être faire développer et rayonner en France. Et donc, avec toute son équipe, il a su vous appeler et vous confier des responsabilités très importantes à partir du début des années 80. Et là, en France, vous avez fait beaucoup de choses. Je voudrais notamment, pour des grandes entreprises que tout le monde connaît, saluer le Diamant pour Total, le Royal 2000, pour la Sari, le groupe Accor, le Colisée pour Newbridge, le siège de BP France à Cergy, et j'en passe, et quelques autres. Et je pense qu'il est important de souligner, parce que vous êtes l'architecte des présidents, que vous avez eu, en cette année 1982, gagné le concours dit du président pour la construction de la faculté de lettres et des sciences humaines de l'université d'Orléans-la-Source. Il y a donc cette capacité à être associé par ceux qui gouvernent le pays aux grands projets qu'il va développer pour le pays. Alors, dans cet intérêt que vous suscitez chez les présidents, il y en a quand même un qui est Premier ministre et qui est Raymond Barre, qui aurait pu être président, il n'en est passé pas tellement loin, et qui vous a confié un grand projet, lui aussi, quand il était maire de Lyon, pour le grand projet Confluence. Ensuite, les échéances politiques ont redistribué les cartes, mais vous avez été là, l'architecte des présidents, qui a aussi été choisi par un Premier ministre. On voit là que la puissance de votre offre est sélectrice. Et puis, vous allez vous ouvrir progressivement à l'international, au-delà de l'Afrique et de l'Europe, et vous allez vous engager sur un certain nombre de sujets, et notamment sur la grande aventure chinoise. C'est là où j'ai entendu naturellement parler de vous. D'abord, je voudrais vous dire que
vous faites, vu de Chine, pour un Français, le plus beau des métiers. Si on est respecté sur quelque chose en Chine, c'est grâce à nos architectes. Les architectes français sont respectés en Chine, mais partout, avec profondément de la considération pour cette activité culturelle. Je crois vraiment qu'en dehors de nos grands écrivains historiques que les Chinois ont travaillé, je pense à Zola, je pense à Victor Hugo évidemment, mais aujourd'hui, l'activité culturelle française qui représente, qui incarne notre pays, c'est l'architecture. Et les Chinois sont passionnés d'architecture. Et nous avons des occasions souvent d'avoir les larmes aux yeux. Je l'ai eu quand je suis rentré pour la première fois avec le premier Chinois dans ce qu'on appelait l'opéra de Pékin, construit par Paul Andreu. On pleurait de voir les Chinois face à tant de beauté créée par un Français. Et vous êtes de cette lignée-là, avec d'autres grands noms, qui font que votre talent est reconnu. Et peut-être que là-bas, un grand architecte, Charpentier, m'avait dit en son temps, savez-vous que nous sommes plus libres en Chine qu'en France? J'ai eu du mal à le comprendre. J'ai eu du mal à le croire. Mais pour avoir ensuite vu les problèmes de tracasserie administrative, les questions liées au patrimoine et à un certain nombre de sujets qui sont très importants, j'ai vu que nous n'étions pas en retard sur la bureaucratie et sur les complexités qu'on peut imposer à un certain nombre de créateurs. Et donc, je voudrais vraiment insister sur ce point, puisque vous avez été associé à 4 projets majeurs en Chine. Je pense à la ville nouvelle de Hengqin, près de Macao. Je pense à la création des berges de la rivière des Perles, un endroit absolument magnifique, près de Shunde, les ports de Nansha, près de Canton, la cité des industries créatives de Songjiang, près de Pékin. Ces grands projets-là, vous les avez développés et vous avez mené un grand nombre d'activités dans ces directions. Vous avez construit ainsi une passion asiatique, une compétence asiatique qui a complété vos initiatives en Asie centrale, mais aussi donc en Afrique et partout en Europe, mais avec une vocation enracinée quand vous vous êtes associé à Linggu Li, votre associé chinois. Où est-il? Mon cher maître, je vous salue aussi. Vous avez votre part dans cet honneur, puisque tous les deux vous avez construit cette structure Affidur et qui a donné à votre organisation cette dimension un peu messianique qui fait que, au-delà du projet, vous portez un certain nombre de valeurs et sur l'architecture et sur la culture. Et donc, vous avez ainsi honoré la création française et vous avez travaillé avec un certain nombre d'autorités publiques. Donc, vous qui êtes assez indépendant de caractère, comme tous les marins, vous avez quand même su vous organiser pour créer avec les autorités des différents pays, qu'elles soient françaises, africaines ou asiatiques, et notamment chinoises. C'est donc une capacité que vous avez de développer votre métier, je dirais, sans frontières. Mais au fond, j'ai trouvé quand même dans tout ce parcours, en voyant la puissance de vos gestes, mais aussi cette forme de sensibilité qui est celle de votre coup de crayon, qui est votre regard attentif. D'ailleurs, je note que les pays dans lesquels vous êtes développés sont des pays à haute sensibilité. L'Afrique, comme la Chine, sont des pays extrêmement sensibles et pour lesquels la communication non verbale, le geste, le dessin sont extrêmement significatifs. Ce sont des peuples qui, naturellement, aiment être aimés et qui ont besoin des signes d'amour pour être aimés. Et au fond, vous avez cette capacité-là et on vous voit avec une personnalité qu'on pourrait peut-être dire qu'elle est complexe, puisqu'elle est à la fois spirituelle et matérielle, qu'elle est à la fois sensible et forte, puisqu'elle est à la fois extrêmement maîtrisée par un certain nombre de techniques, mais aussi avec une gestion de l'incertain, parce qu'au fond, c'est aussi un de vos quotidiens. Et puis, il y a l'œuvre d'une part, et puis il y a l'environnement de l'œuvre, le quartier, le territoire que vous avez développé. Mais tout ça, finalement, ça correspond à votre véritable nature. Alors je me suis interrogé pour savoir si vous étiez un charpentier, si vous étiez un dessinateur, si vous étiez quelle forme de créateur vous étiez. Mais en fait, vous êtes un marin. Vous avez le matériel du bateau,
et vous avez le spirituel, le supérieur vivant. Vous avez cette capacité-là d'avoir au-dessus de vous quelque chose avec lequel vous composez. Et c'est cette capacité-là qui fait que le Yacht Club est vraiment bien choisi pour vous honorer aujourd'hui. Vous avez ce sentiment dur du bateau qu'il faut soigner avec une extrême rigueur parce que le creux pourrait lui faire du mal, mais il faut aussi calculer tout le reste, et tout le reste c'est une dimension qui quelquefois peut nous dépasser, même si nous cherchons à la maîtriser. Je voudrais trouver que finalement cette aptitude que vous avez à vous échapper vers la mer, à vous prendre comme ça sur, on m'a dit 7,50 m, mais c'est assez dangereux 7,50 m, hein, parce qu'il y a quelquefois des creux de 7,50 m, donc soyons prudents. Mais au fond, je vois bien que dans votre tempérament, je cherchais un peu quel était le tempérament de ce créateur qui fait honneur à l'architecture française et qui a su faire en sorte que tout en étant enraciné dans la culture française, dans vos réseaux, dans vos amitiés, dans ce que vous êtes et de ceux qui vous sont associés dans les différentes étapes de votre parcours, eh bien, vous avez quand même cherché à ouvrir les horizons et à rayonner au-delà de nos frontières. Et donc, je voudrais vous dire, cher Thierry Melot, que par ce parcours qui est le vôtre, il y a naturellement de l'honneur pour vous, que je suis très heureux d'exprimer dans quelques instants, mais il y a aussi de l'honneur pour notre pays, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons dire à la Légion d'honneur, merci d'avoir fait entrer dans son ordre Thierry Melot. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Dans la marine, on dit bien pris. Madame la ministre conseillère de l'ambassade de Chine, j'ai aperçu, Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, ici présent, Mesdames et Messieurs les maires, les élus, j'en ai compté quelques-uns, Madame l'inspectrice générale des affaires culturelles, Monsieur le président du Yacht Club de France qui nous accueille, Mesdames, Messieurs, chères familles et chers amis qui est venu s'y rendre. La République me fait aujourd'hui grand honneur par cette cérémonie, et j'en apprécie la valeur. Vos mots émouvants, et ces éloges dont vous m'accablez, mon cher Jean-Pierre Ravarin, vous qui donnez tant de vous-même à la cause de la France et des Français en Chine. Alors je vous en remercie du fond du cœur, en ce lieu qui est chargé de sens et de valeur qu'est le Yacht Club de France qui nous accueille ce soir. J'aimerais tout d'abord dédier cette médaille de chevalier aux mémoires de mon frère Philippe Melot, juriste émérite, et de mes amis Christian Ovette et Paul Andreu, grands et talentueux architectes, tous trois trop tôt disparus, eux qui auraient été là ce soir, très chère Agnès, très chère Elisabeth, très chère Nadine. Et puis, tant qu'à être aujourd'hui couvert d'honneur, je me suis dit que je pourrais, moi aussi, m'égarer un moment hors de mon strict champ de compétences, architecture, en champ d'honneur, en quelque sorte, pour me permettre d'évoquer ce que m'inspire ce très vieux mot latin qu'est l'honneur, et ce qu'il peut encore signifier, après tant de siècles qui ne l'ont pas usé. L'honneur, eh bien, j'en partage la nostalgie avec Jean-René van der Plaetsen, car écrit-il, ce sont les grands événements qui font lever les hommes d'honneur. Et les voir émerger signifie que le temps des tempêtes est bien là. Et cet auteur écrit avec justesse que le sens de l'honneur représente la part gréco-romaine de notre civilisation et qu'elle a été heureusement adoucie par le souci de l'humilité qui provient de notre fond judéo-chrétien et que sur ces deux pieds se tient la France, qui a su ainsi transformer le guerrier en chevalier. C'est de ce lait-là que m'ont nourri d'abord ma mère, Paul, professeur de lettres, qui inculquait à ses enfants que scepticisme, cynisme et matérialisme sont les trois ennemis
de l'honneur, et qu'il nous faudrait nous tenir droit et debout. Et puis, que m'a nourri parmi mes maîtres au lycée, Georges Petiot, qui nous rappelait en s'étouffant d'émotion que sur ces bancs, 20 ans plus tôt, dans cette même classe du 3e A, qui était la mienne, au lycée Carnot, il avait traduit le De Bello Gallico pour Guy Moquet, et que sa mort exemplaire d'otage fusillé à 17 ans nous obligeait à l'honneur de faire silence. À 14 ans, ça vous marque à vie. Ensuite, ce sont ceux que nous appelions patrons. Paul Lamache, Eugène Baudouin, Henri Chaumette, Fernand Pouillon, les grands seigneurs aux beaux-arts et dans la vie, qui m'ont transmis d'abord l'héritage civilisationnel sans lequel l'art de faire les villes se perd inexorablement. Et puis, les clés d'une vision élevée du métier, de ses exigences et de son honneur, et une morale qui permet de s'y tenir, car n'est-ce pas noblesse oblige. Plus tard encore, Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal, normalien, poète, académicien, grand homme entre tous, dont la rencontre a été pour moi décisive, m'a dès les prémices de la série de programmes qu'il m'a confiés, tout beau déclaré que mon honneur de coopérant serait de former mes successeurs et de savoir laisser la place. Message reçu, travaux achevés, ordre et école d'architecture en place. Je ne me suis pas attardé plus que de raison dans son pays, si attachant, où il m'arrive encore de bâtir. Et c'est enfin Raymond Barre, que vous avez cité, un mémorable Premier ministre, devenu maire de Lyon, qui après avoir choisi mon projet de la Confluence, parce que, disait-il, il fallait donner cette mission à ceux qui proposaient l'impossible, à savoir le désenclavement au forceps d'un lieu perdu, qui m'a fait éprouver et vivre durement comment seule la hauteur de vue permet de résister à l'usure des choses et à la médiocrité des abandons dans la conduite des grands projets. Alors maintenant que mon tour est venu de transmettre à la génération qui me suit et qu'incarnent mes associés Ligo et Philippe Fabre, qui est là aussi, mon savoir et mes outils, je me prends à croire que le sens de l'honneur est l'une des clés que cette femme, ma mère, et ces hommes m'ont chacun à leur manière transmise et qui ont guidé ma conduite. Passé le temps des succès est venu celui des luttes, aux heures où le jugement se brouille, où les forces vous abandonnent, où rôde la trahison et l'échec, sinon la ruine et le déshonneur. Car au fond, même si notre champ d'honneur à nous, les architectes, qui construisons ce que Christian Auvet nommait l'architecture savante, s'il est en apparence aux antipodes de celui des soldats, je me plais à penser qu'à notre façon, nous avons constitué nous aussi une forme de chevalerie qui a porté haut et longtemps ses règles, ses codes, ses valeurs, l'art des bâtisseurs. Mais que cet art s'exerce aujourd'hui dans la fureur de batailles toujours plus dures, de tournois souvent absurdes et de joutes par trop fratricides qui font le miel d'un système mondial de la commande, mais nous éliminent peu à peu au détriment d'un bien public qui est l'architecture. Et il n'est que de voir nos entrées de ville pour en être convaincus. Alors bien sûr, le temps de la chevalerie et des samouraïs est passé. Ils ont laissé la place à d'autres systèmes d'armes. Alors je ne sais pas si le temps des architectes va passer ou est passé, balayé par un monde lui-même submergé par l'intelligence artificielle, la financiarisation de l'économie, la judiciarisation de la société sur fond de bouleversement climatique. Le temps des tempêtes qui fait ressembler par bien des points notre époque aux sombres années 30. Ce dont je suis certain, par contre, c'est que si le monde peut tenter de se passer des architectes, il ne pourra pas se passer de l'architecture, et qu'elle-même ne saurait exister ou renaître sans que ne se lèvent des femmes et des hommes d'honneur, ce moteur de l'âme, comme l'appelait Simone Veil, pour la penser, la conduire et la tenir vers ce futur bouleversé vers lequel va l'humanité, marchant à reculons, les yeux fixés sur des smartphones. Si la gloire doit s'acquérir, l'honneur, lui, au contraire, n'a besoin que de ne pas se perdre, écrit Schopenhauer. Car l'honneur appartient à tous, il n'est d'aucun clan, il est un attribut collectif dont chacun peut et a le devoir de porter sa part, s'il veut accomplir son rêve de vie. Mais l'honneur, les gens qui en ont le sens n'en parlent jamais, nous rappelle avec malice ce vieil Ernest Hemingway,
un marin lui aussi, qui en savait long sur le sujet. Alors n'en parlons plus, car cette décoration, je la dois bien sûr à celles et ceux que j'ai nommés plus haut, mais je la veux partager aussi d'abord avec mon cher ami Marc, grand promoteur, qui persiste à me laisser construire depuis 35 ans, malgré mon mauvais caractère et mes verbiages urbains, cher Loup, avec mes deux associés, Philippe et Ligmo, avec mes fils, Julien et Valentin, dont la venue au monde a donné sens à ma propre existence, avec leur mère, Catherine et Frédéric, qui m'en ont fait cadeau, comme preuve tangible de leur attachement, avec Adeline, qui aux heures sombres m'a entouré sans douter, et m'a donné la force de retrouver un futur, avec Tamara, enfin, ma lumineuse dame de cœur. Je vous remercie toutes et tous de votre chaleureuse présence, et réjouissons-nous, place au champagne.